Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Plus de 800 jeunes à mettre au service de l'éducation populaire. Ils sont appelés animateurs socio-éducatifs et leur mission sera d'éduquer socialement. Ce mardi, ils ont commencé à bénéficier de connaissances bien avant leur déploiement sur le terrain. L'apartheid, toujours d'actualité chez Sekouba Kamara. L'écrivain guinéen vient de dédicacer son livre qui porte sur ce régime d'inégalité raciale. Système d'apartheid et politique de travail en Afrique du Sud, c'est le titre de cet ouvrage. Et puis Londres est sommé de toutes parts de remettre au plus vite sa demande officielle de sortie de l'Union européenne. C'est dans ce sens qu'un dîner d'adieu va être organisé à Bruxelles devant les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. C'est tout pour les titres. Merci de nous rejoindre. Aluseni Makanera Kake, de plus en plus amer vers le président de la République depuis qu'il a été débarqué de sa fonction. L'ex-ministre de la Communication vient de se prononcer sur le discours controversé du chef de l'État tenu le 28 mai dernier au siège de son parti. Et sur le plan économique, Makanera pense que la gabégie actuelle du régime dépasse de loin le temps de Lansana Conté. Sayon Kourma. Depuis qu'il a rejoint l'opposition, Aluseni Makanera Kake ne tarit pas de qualificatif pour tacler la gestion du pouvoir d'Alpha Condé. L'ancien du RPG Arc-en-Ciel, parti qu'il a quitté il y a quelques mois, se souvient encore de certaines histoires qui ne font aucun cadeau à son ancien allié. Je me rappelle en 1993, j'ai un ami vendeur de thé qui m'a dit: Makanera, le problème guinéen c'est quoi? J'ai dit: je ne sais pas. Et d'ici demain, une souris devient présidente de la République de Guinée, c'est les chats guinéens qui deviennent ses gardes-corps, ses bérets rouges. Parce que vous mettez quelqu'un au pouvoir aujourd'hui, demain vous faites lui Dieu. Mon frère, c'est ce que j'ai refusé. Je l'ai refusé. J'ai dit au président Alpha Condé devant témoin, la gabégie actuelle de notre régime dépasse de loin le temps de Lansana Conté. Demandez Fofana qui est chargé de relations avec les institutions. Limogé du gouvernement au lendemain de la réélection du chef de l'État, Aluseni Makanera Kake, très furieux contre son ex-patron, demande aux Guinéens de se démarquer de celui-ci. Ne faites pas comme le professeur Alpha Condé. C'est très grave pour nous. Vous pouvez voler tout l'argent de la Guinée. Vous pouvez violer toutes les filles de la Guinée. Vous pouvez faire tout. Si vous ne vous opposez pas à sa pensée, vous êtes honnête. Il suffit seulement que vous ne soyez pas avec lui pour que vous deveniez malhonnête. Mais regardez, même dans son gouvernement, ceux qui ont martyrisé les gens du RPG, les mettre dans les conteneurs, ils sont membres de son gouvernement parce qu'ils ont accepté de le suivre. Ils sont honnêtes aujourd'hui. Mais même ceux qui sont morts, qui n'ont pas voulu le soutenir quand il était dans le combat, ils sont malhonnêtes dans leur tombe. Ça, ce n'est pas un débat politique. Un homme politique, il s'oppose à quelqu'un. Tant que tu as le pouvoir, tu peux faire du tort aux gens. Dans son réquisitoire contre son ancien collaborateur, le président du mouvement d'Imboré estime que le bilan du pouvoir actuel est négatif. C'est pourquoi, avec ses pairs de l'opposition, ils ambitionnent grand. Notre objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est amener la population à comprendre que le pouvoir là, c'est pour eux, qu'ils ont la possibilité de changer quand ils veulent. Mais quand ils ne veulent pas, ça ne changera pas. Et ça, c'est votre rôle pour les faire comprendre. Pour Aluseni Makanera Kake, sans les manifestations, les Guinéens ne pourront pas mettre fin à ce qu'ils qualifient de dérives dictatoriales. C'est pourquoi ils donnent un rendez-vous à leurs militants au lendemain du mois saint de Ramadan. Après un bref séjour à Bruxelles et à Madrid auprès de la délégation de l'Union européenne et de la DGMAR, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture se dit aujourd'hui confiant quant à l'avenir du secteur des pêches en Guinée. Plus d'explications avec Aïssata Fofana. À en croire le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, l'Union européenne semble désormais disposée à tourner la page et à coopérer avec la Guinée, ce après avoir obtenu des résultats probants dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. J'ai la fierté de vous annoncer que pour la première fois depuis plus de 5 ans, le commissaire européen n'avait jamais voulu rencontrer une délégation guinéenne. Depuis plus de 5 ans. Ça signifie que nous avons redoré le blason de notre ministère et que le travail que nous avons fait en si peu de temps
à donner confiance à nos partenaires. C'est pourquoi le commissaire européen était pressé de nous recevoir et de débattre de futur. Il a bien dit futur. Ce futur sera axé sur la coopération dans divers domaines comme la construction de ports industriels et la formation des cadres du département. Ça veut dire que le problème de pêche INN, c'est derrière nous maintenant. De quoi on parlera? C'est de futur, la coopération. Quelle assistance on a besoin? Qu'est-ce que nous devons faire? Que ce soit dans le domaine de la construction de ports industriels ou d'accompagnement pour la formation des cadres, ainsi de suite. C'est ça le futur de notre ministère maintenant. Autre acquis de ce séjour d'André Loy en Europe, c'est l'adhésion de la Guinée à un groupe international consultatif expérimenté en matière de transparence dans le domaine de la pêche. À Madrid, le pays a été donc invité à s'associer à un groupe international de pays dont on est en train de consulter en matière de transparence dans le secteur des pêches. Et le président de la République et le Premier ministre m'ont mandaté pour aller représenter la Guinée à ce niveau-là, à ce forum. Et très heureusement, j'ai profité pour signer le protocole d'adhésion de la Guinée à ce groupe international consultatif. Des nouvelles qui ont réjoui les cadres de ce département qui promettent dorénavant de redoubler d'efforts pour poursuivre les recommandations de l'Union européenne. Doter la Guinée d'un pool d'animateurs socio-éducatifs capables d'organiser des activités liées à l'éducation populaire, tel est le credo de l'animation socio-éducative. Ils sont plus de 880 jeunes formés dans ce sens depuis le début du projet il y a 6 ans. Ce mardi, un atelier de plaidoyer auprès des collectivités pour leur prise en compte dans le développement local est organisé par le ministère de la Jeunesse. Alcine Diallo. Les animateurs socio-éducatifs sont considérés aujourd'hui comme les porte-voix des autorités à tous les niveaux. Ces jeunes formés à l'éducation populaire rencontrent de nombreuses difficultés pendant les différentes activités qu'ils exercent sur le terrain, d'où l'organisation de cet atelier de 2 jours sur leur prise en compte dans le développement local. Ce projet est initié depuis 2012 par le ministère de la Jeunesse. C'est un projet qui se situe dans le cadre de la formalisation du secteur de l'animation socio-éducative en Guinée, en dotant de la Guinée d'un pool d'animateurs spécialisés, donc des jeunes spécialisés pour les questions d'animation socio-éducative. Et ce pool a le droit de promouvoir l'animation socio-éducative en Guinée à travers l'éducation populaire. Initiée par le ministère de la Jeunesse, cette rencontre regroupe les élus locaux de 33 préfectures, accompagnés chacun d'un animateur. Pour le représentant de l'UNFPA, ces 2 jours d'échange et de partage devront permettre aux animateurs socio-éducatifs de participer pleinement au développement communautaire de leur localité. Djouga Diallo promet que son institution mettra tout en œuvre pour ces jeunes. Oui, ces jeunes, comme vous le savez, ont été formés pour avoir des capacités dans la communication, la sensibilisation aussi. Et donc, il sera mis à leur disposition du matériel de communication, effectivement, mais en plus aussi, on va mettre à leur disposition des locaux et du matériel pour qu'ils puissent mettre en œuvre tous ces programmes et projets qui vont être définis. Il reste entendu que les moyens qui seront mis à leur disposition dépendront des stratégies et programmes définis. Pour le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, cette réunion avec ces animateurs qui sont des promoteurs du développement communautaire apportera un plus aux collectivités. J'ose croire qu'au terme de la présente rencontre, cette vision du ministère enregistrera votre adhésion et ouvrira des portes de vos collectivités à ces jeunes qui ne demandent qu'à être associés pour investir leur potentiel dans le développement de leur communauté. Et puis les hommes en uniforme de nouveau dans l'assainissement. Cette action civile-militaire vise à débarrasser la capitale Conakry de l'insalubrité qui jonche les différentes communes. Officiers, sous-officiers et hommes de rang étaient tous mobilisés ce mardi le long de l'autoroute Fidel Castro. Moussa Sefa Kamara.
Une armée déterminée pour soigner l'image de la capitale guinéenne à travers cette opération d'assainissement. Très tôt ce mardi matin, les abords des rues et caniveaux ont été la cible des hommes en uniforme. Munis de manchettes, de râteaux ou encore de coupe-coupe, ces hommes de tenue sont déterminés à être utiles à leur population. Ce nettoyage de surface est témoin pour les militaires de se rapprocher des citoyens. Il s'agit de rapprocher l'armée de sa population, de son peuple. Vous savez, ce concept armée-nation est un des objectifs de la réforme du secteur de la sécurité. Par la voix des officiers, l'armée entend élargir cette action sur d'autres sites de la capitale. Ce programme d'assainissement, ce n'est pas un feu de paille, ça va continuer et ça va s'inscrire dans la durée. Les jours à venir, les engins lourds seront engagés à travers le génie militaire pour rendre propre d'autres lieux inscrits dans l'agenda des responsables. Les points ciblés pour les prochaines étapes, Bessia Marché, le point de regroupement de Symphonia, la cantine Obeka, Wanindara et le marché de la tannerie. Et les mosquées ne désemplissent pas pendant ces 10 derniers jours du mois saint du Ramadan. Les fidèles musulmans passent une bonne partie de leur temps à implorer la grâce divine à travers des prières nocturnes et autres invocations. Suivez ce reportage de Bamamadou Alpha qui a fait un tour à la mosquée centrale du quartier Port 2 dans la commune de Matoto. Le jeûne constitue le quatrième pilier de l'islam et mois plein d'essence, de signification et de portée religieuse. C'est pendant même ce mois de Ramadan que le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par l'ange Gabriel. Cette nuit fut appelée la nuit du destin qui équivaut à 1000 mois d'adoration. Venir dans cette maison de Dieu pour l'adorer, nous cherchons tous la nuit de Laylatul Qadr. Que Dieu nous la donne. La nuit recherchée équivaut à 1000 mois d'adoration. Sans précision, cette nuit se trouve dans les 10 derniers jours du Ramadan. Arrêtons de dire aux fidèles que c'est une prière de 100 rakats. Ne les effrayons pas. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté de faire des rakats quand tu es fatigué, durant te reposer sur toi. Une opportunité offerte aux croyants de se rapprocher davantage du Créateur. La raison pour laquelle les fidèles musulmans multiplient les actes de dévotion pendant les 10 dernières nuits sont rehaussés par la lecture du Coran, des prières collectives ou individuelles et des invocations pour bénéficier du pardon et de la clémence du Tout-Puissant Allah. Nous prions le bon Dieu qu'il y aura la paix dans ce pays, que la jeunesse aussi accède à l'emploi, que Dieu facilite beaucoup de choses pour le peuple de Guinée qui a tellement souffert. Et cette prière nous apporte beaucoup de bénédictions. Nous demandons à Allah d'accepter nos prières. Que la prière surtout, que Dieu accepte la prière de tout un musulman. Jibril Silla appelle les autres fidèles à prendre cette prière au sérieux. Tous les musulmans sont de la même famille. On se guide, on s'entraide, on se donne des bonnes idées qui peuvent nous permettre d'aller au paradis. Que Dieu le fasse pour nous. La nuit du destin a été offerte au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à sa communauté n'ayant pas une longue vie comme ses prédécesseurs pour mieux se repentir. Culture à présent, la musique au service du développement d'une nation, d'une communauté, c'est le rêve que caresse l'artiste Mfali Kouyaté. Ce musicien-chanteur était ce lundi face à la presse à Koleya. Objectif, expliquer son projet humanitaire en concert un puits en faveur des communautés villageoises. Compte rendu Diaou Bachir. À travers ce a cappella, l'artiste Mfali Kouyaté souhaite inciter les autres dépositaires de la culture guinéenne à s'investir pour la même cause, celle d'aider les communautés villageoises. C'est dans ce cadre qu'il envisage de mettre en œuvre son projet Un concert, un puits, une manière pour lui de participer au développement de son pays, la Guinée. Mais réussir cette mission, Mfali est conscient qu'il lui faut un accompagnement. Nous avons commencé à mettre sur pied ce projet de Un concert, un puits. Ce concert, un puits, ce n'est pas seulement Mfali
nous allons tendre la main à tous les artistes nationaux, internationaux, et avec qui nous avons les mêmes visions de développement. Membre fondateur de Noumoun School, une école de musique installée en Europe, Mfali Kouyaté reste persuadé qu'il est nécessaire d'offrir l'eau potable aux communautés villageoises. C'est pourquoi d'ailleurs, l'artiste compte utiliser les fonds générés par la structure Noumoun School pour faire des forages en faveur des communautés. Les actions propres de Namon Group, mes concerts et les bénéfices de l'école Namon School qu'on a, on en épargne pour construire. Ça, c'est ce que nous ne pouvons faire. La musique au service du développement de la Guinée, c'est donc le rêve que caresse l'artiste Mfali Kouyaté. Miaï, Bruxelles, mi hebali golle, mi yiltu kamen futa. Miaï, Conakry, mi hebali golle, mi yiltu kamen futa. 30 ans déjà que l'apartheid est aboli en Afrique du Sud et les hommes de culture s'intéressent encore à cette forme de gouvernance qui prônait l'illégalité entre noirs et blancs. L'écrivain guinéen Sékou Oumar Kamara revient sur ce régime dans son livre intitulé « Système d'apartheid et politique de travail en Afrique du Sud ». L'auteur fait un essai juridique sur ce système d'inégalité qui a prévalu pendant plusieurs années à Johannesburg. Regardez. Loin d'être un procès sur le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, cet ouvrage de Sékou Oumar Kamara apparaît comme un essai juridique de l'auteur sur ce régime qui visait à préserver et pérenniser la domination blanche sur les populations noires. Sékou Oumar Kamara aborde en partie la politique de travail de la Rosalie du Sud, une politique discriminatoire connue de tous. Mon livre parle de la législation sociale pratiquée en Afrique du Sud sous le régime d'apartheid. Il parle de la façon que les tenants de l'apartheid ont interprété la loi, notamment le code du travail, et ils ont fabriqué, façonné, selon leur intérêt propre, une législation qui interdit, qui infériorise l'homme noir. Système d'apartheid et politique de travail en Afrique du Sud, c'est le fruit de plusieurs années de recherche menées par Sékou Oumar Kamara alors qu'il était étudiant à Bruxelles. L'œuvre entamée en 1970 a été parachevée en 1985, année à laquelle il signe son retour au pays natal. Il a fallu attendre des années après pour que l'auteur la publie au sein de la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Par cet ouvrage, Sékou Oumar Kamara rapproche la nouvelle génération africaine de son passé. Une sorte de documentation pour ceux qui feront les études de droit, qui veulent un peu connaître la jurisprudence, qui veulent comparer un peu ce qui s'est passé à l'époque à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Système d'apartheid et politique de travail en Afrique du Sud, un rapport entre histoire et réalité à Johannesburg. Ce livre a déjà obtenu en 2005 le Grand Prix du Grand Concours littéraire doté du prix Général Lansana Conté. En France, c'est reparti une nouvelle journée de manifestation toujours contre la loi du travail. Le texte est examiné ce soir au Sénat. À Paris, les syndicats ont obtenu le droit de manifester de Bastille à Place d'Italie. Les policiers sont très nombreux, 2500 rien que dans la capitale. La mobilisation a eu lieu aussi en région. Suivez. Plusieurs milliers de manifestants qui remontent la Canebière. Pour ce 11e jour de mobilisation contre la loi travail, leur motivation ne semble pas faiblir. Avec toutes les grèves que j'ai fait là, que je suis à mon 15e jour de salaire enlevé. Je ne me lasse pas de revendiquer, mais par contre je me lasse beaucoup du gouvernement. Au fond de moi, la motivation elle restera toujours. Et au contraire, figurez-vous, je viens de me syndiquer. Avant, je faisais rien, je viens de me syndiquer, ça fait un mois. Une colère alimentée par le vote de la loi travail aujourd'hui au Sénat, dans une version durcie. Fin des 35 heures ou plafonnement des indemnités prud'homales, les sénateurs sont allés à l'opposé de ce que réclamaient les manifestants depuis 4 mois. On a l'impression que l'État n'écoute pas le peuple. On a
entre guillemets, moi je dirais qu'on a du mal à croire qu'on est dans une démocratie. On a la droite qui remercie la gauche. C'est un truc de fada, quoi. Ça va devenir à foi, à ne plus rien comprendre. Avant d'être adopté, le texte doit revenir à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et les opposants craignent déjà un nouveau passage en force avec l'article 49.3. Il ne leur reste que le manœuvre du 49.3, c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Et la démocratie, elle est ici! Elle est ici! Malgré une mobilisation semblable aux précédentes manifestations, certains s'avouent tout de même déçus que de nombreux salariés ne se sentent pas concernés. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens dans la rue, quoi. Quand on voit le nombre de gens qui sont pour écouter le match de foot sur la plage du Prado et aux manifestations, on devrait avoir autant de gens si ce n'est pas plus dans les manifestations. Le Premier ministre doit recevoir les syndicats demain, mais dans la rue ce matin, personne ne disait attendre une quelconque avancée de ces négociations. Un dîner d'adieu ce soir à Bruxelles. Les 28 chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour un conseil européen. Un homme sera au cœur de ce rendez-vous, David Cameron, dont le pays a voté pour la sortie de l'Union européenne. Suivez. Le Parlement européen avait ce matin des airs de théâtre. Un hémicycle où petites phrases et effets de manche se sont multipliés, plus encore qu'à l'accoutumée. Et nous devons payer respect à la démocratie britannique et à l'expression qu'elle a choisi de se donner. Des propos que Nigel Farage salue en applaudissant avec insistance. Jean-Claude Juncker réagit. That's the last time you are applauding here. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Réponse en forme de provocation de l'intéressé. Quand je suis venu ici il y a 17 ans et que j'ai dit que je ferais sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, vous vous êtes tous moqués de moi. Et maintenant, vous ne riez plus, n'est-ce pas? Après les joutes verbales, les députés européens ont tranché sur le déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne. Avec 395 voix pour, ils ont décidé de le mettre en œuvre le plus vite possible pour clarifier la situation. David Cameron doit officiellement notifier ses partenaires du départ britannique de l'Union européenne. Mais le Premier ministre a prévenu qu'il ne s'occuperait pas des négociations, qu'il préfère laisser à son successeur. Une question au cœur des débats lors du dîner des chefs d'État et de gouvernement européens ce soir. Des dîners auxquels David Cameron ne sera bientôt plus convié. Aux États-Unis, la Cour suprême réaffirme le droit à l'avortement. Les juges se sont opposés à une loi texane. Elle a imposé un cadre rigide pour les cliniques qui pratiquent l'IVG. C'est désormais interdit. Regardez. Devant la Cour suprême, c'est la bataille des pancartes entre partisans et opposants à l'avortement. Un face-à-face tendu, symbole d'une Amérique divisée. Mais aujourd'hui, la plus haute juridiction du pays a tranché. Elle vient de réaffirmer le droit des femmes à se faire avorter en Amérique, un droit qui remonte à 1973. Les femmes partout en Amérique ont vu leur droit à l'avortement réaffirmé. La Cour suprême a envoyé un message clair aux tactiques politiciennes qui utilisent des moyens détournés pour fermer des cliniques pratiquant l'avortement. Soulagement pour les défenseurs de l'IVG, mais un coup dur pour ces militants pro-life. Aujourd'hui, les bébés ont perdu et les mamans ont perdu. Le Texas a essayé de protéger les femmes, mais malheureusement la Cour suprême a donné raison aux pro-avortement. En tant que membres du mouvement des pro-vie, nous réaffirmons que nous n'allons pas renoncer et restons plus déterminés que jamais. La Cour suprême a jugé illégale une loi adoptée au Texas en 2013. Elle obligeait notamment les cliniques à s'équiper comme dans un hôpital. Des règles draconiennes qui ont entraîné la fermeture de la moitié des établissements texans. Une décision des sages de la Cour suprême par 5 voix contre 3, saluée par Barack Obama, mais aussi par la prétendante démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton. Le rôle de la Cour suprême dans notre pays et dans nos vies est grand. Et le prochain président pourrait nommer 1, 2, peut-être 3 juges. Et on ne peut pas permettre que ce président soit Donald Trump, n'est-ce pas? Un tacle en direction de son adversaire républicain. Donald Trump avait déclaré en mars dernier que les femmes pratiquant l'IVG devaient être punies avant de revenir sur ses propos. C'est la fin de ce journal. Merci de l'attention et bonne suite de programme.